La fin de l'étalon argent. Pour les banquiers, l'abolition du statut monétaire de l'or faisait évidemment partie de leur agenda, mais résoudre le problème que leur posait l'argent physique était l'une des plus grandes priorités. Compte tenu des ressources gigantesques de ce métal précieux, si le pays commençait son développement et son exploitation à grande échelle sous l'influence des prix du marché, les objectifs monétaires deviendraient non seulement compliqués à atteindre, mais on se retrouverait en plus dans une guerre sur deux fronts entre l'or et l'argent. Dès que l'approvisionnement en argent augmenterait, les certificats argent ressurgiraient et entreraient de nouveau en compétition avec les certificats de la Réserve fédérale. Si les certificats argent l'emportaient, le gouvernement l'emporterait également puisqu'il en détenait le pouvoir d'émission et les jours de la fête seraient alors comptés. Pour survivre, les banquiers internationaux devaient faire baisser les cours de l'argent. Il fallait d'abord s'arranger pour que l'industrie de l'argent ne fasse aucun profit ou très peu. Comment ? En retardant l'exploration de mines et leur exploitation pour réduire l'offre. Ensuite, il fallait encourager la consommation rapide d'argent physique dans les industries. Le cours de l'argent étant très bas, la recherche de matériaux pour le remplacer serait de faible ampleur. On pourrait donc puiser plus rapidement dans le reste des réserves d'argent du Trésor. Lorsque ce dernier ne pourrait plus offrir d'argent physique, les certificats argent rendraient les armes sans combattre et l'abolition du statut monétaire de l'argent en serait la conséquence logique. L'essentiel était donc de gagner du temps. Kennedy était bien conscient de tout cela. Il déclara aux banquiers internationaux qu'au moment approprié, on pourrait songer à abroger le statut monétaire de l'argent. Mais d'un autre côté, il prit d'autres dispositions. Malheureusement, le ministre des Finances, Douglas Dillon, ne portait guère le président dans son cœur. Dillon était issu d'une grande famille de banquiers de Wall Street. Bien que républicain, il avait été envoyé au cabinet démocrate de Kennedy par les banquiers internationaux, principalement pour que le pouvoir du Trésor reste entre leurs mains à travers Dillon. Pendant son mandat, sa principale fonction fut de dilapider les réserves d'argent du Trésor. Dillon ne déçut évidemment pas. Il s'écoula auprès d'un grand nombre d'industriels au tarif très préférentiel de 91 cents l'once. Selon le New York Times du 16 octobre 1961, la Silver Users Association, créée en 1947, reprit les opinions de Dillon et demanda instamment que le Trésor vende tout l'argent restant dans ses réserves pour satisfaire la demande des utilisateurs. Le même journal, en date du 19 mars 1961, rapportait déjà, les sénateurs se sont plaints que les États-Unis vendent, entre parenthèses, de l'argent à perte. Le sénateur Alan Bible souhaiterait proposer aujourd'hui au Trésor le réexamen de la politique de vente à bas prix de l'argent sur le marché international. Ce sénateur démocrate du Nevada, dans une lettre adressée à Douglas Dillon, avait écrit que l'exploitation des mines d'argent avait pris du retard par rapport à la demande des consommateurs et que le Trésor, en vendant à bas prix, pratiquait un contrôle irréaliste de son prix en le plafonnant. On ne pouvait résoudre la pénurie mondiale d'argent qu'avec de nouvelles et nombreuses exploitations en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Il a déclaré « Il ne faut pas que le Trésor délivre le marché intérieur et les pays voisins de la pression intense sur son cours pour que tout cela puisse être mis en pratique. » Puis, dans son édition du 19 août 1961, il déclara 13 sénateurs démocrates issus des États producteurs d'argent du Middle West ont envoyé conjointement une lettre à Kennedy demandant au Trésor de cesser immédiatement de vendre de l'argent à bas prix. La vente à perte par le Trésor exerce une pression vers le bas sur les cours du marché local et international. Et, dans son édition du 16 octobre 1961, il ajouta « La vente des réserves d'argent du Trésor a ajouté un couvercle hermétique au cours de l'argent sur le marché. Les utilisateurs industriels savent qu'ils peuvent obtenir auprès du Trésor de l'argent à 91 ou 92 cents l'once. Ils refusent donc de le payer plus cher aux nouveaux producteurs d'argent. » Et encore, dans son édition du 29 novembre 1961, hier, les producteurs d'argent étaient ravis d'entendre cette nouvelle. Le président Kennedy a ordonné au Trésor de cesser de vendre aux industriels de l'argent non monétaire moins cher. Les industriels ont été choqués. Enfin, dans l'édition du 30 novembre 1961, le cours de l'argent a atteint son plus haut niveau depuis 41 ans parce que mardi, le président Kennedy a annoncé un changement dans la politique du gouvernement américain relative à l'argent, décidant que le marché allait en fixer le prix. La première étape a été que le Trésor arrête immédiatement de se débarrasser de l'argent qui ne soutenait plus les certificats.
Le président Kennedy prit finalement des mesures, mais tardivement. En effet, à ce moment-là, il ne restait plus dans le trésor que 1,7 milliard d'onces d'argent. Les mesures présidentielles envoyèrent néanmoins un message clair à tous les producteurs d'argent dans le monde. L'augmentation de la production d'argent et la stabilisation des réserves du trésor pouvaient être régulées. Les actions des entreprises liées à ce métal précieux montèrent en flèche et Kennedy devint la bête noire des banquiers internationaux. En avril 1963, le président de la Réserve fédérale, William Martin, lors d'une audience au Congrès, déclarait « Le board de la Réserve fédérale est convaincu qu'il n'y a nul besoin d'utiliser l'argent dans le système monétaire américain. Bien que certains pensent que retirer l'argent qui soutenait en partie notre système monétaire va créer une dévaluation, je ne peux partager ce point de vue. » En règle générale, il fallait environ 5 ans entre le signal clair donné sur le marché de l'argent d'une hausse de son cours et l'augmentation globale de l'offre, car il fallait d'abord passer par les nouvelles explorations minières et de nouveaux équipements pour accroître l'assiette de production. Le moment critique de savoir si l'on pouvait ou non préserver le statut de l'argent métal en tant que devise, et par la même occasion garder l'espoir de conserver au trésor le pouvoir de battre monnaie, n'arriva donc qu'en 1966. La bataille entre Kennedy et les banquiers internationaux concernait principalement le statut monétaire de l'argent et encore plus la possibilité du gouvernement démocratique de conserver le pouvoir d'émettre la monnaie. Dès que l'offre d'argent retrouva un niveau conséquent, Kennedy et les États producteurs d'argent du Middle West purent promouvoir la législation visant à relever la teneur en argent des pièces de monnaie et proposer un grand nombre d'émissions de certificats argent. Le 4 juin 1963, le décret présidentiel 11110 que signa Kennedy devint immédiatement un atout contre les certificats de la Réserve fédérale. Les banquiers internationaux comprirent immédiatement ce que le président avait en tête. En outre, ce grand chef d'État que le peuple adorait serait très probablement réélu au présidentiel de 1964. Dans ce cas de figure, la situation échapperait totalement et de manière irréversible à Wall Street. Se débarrasser de Kennedy était la seule option. Lorsque le vice-président Lyndon Johnson, qui avait la faveur des banquiers internationaux, devint le 36e président des États-Unis, à l'aéroport, le jour où Kennedy fut assassiné, il avait sous les yeux ce qui lui en coûterait s'il décevait les attentes que les banquiers avaient placées en lui. En mars 1964, peu après sa prise de fonction, Johnson ordonna au Trésor de mettre un terme aux certificats argent et à leur convertibilité et abrogea dès cet instant leur émission. Le Trésor recommença à vendre aux industries ses réserves d'argent à 1,29$ l'once et continua à faire pression sur le cours de l'argent, réprimant la puissance de production et empêchant l'augmentation de l'offre. Ensuite, pendant l'été 1965, Johnson ordonna la dilution de la pureté de la monnaie argent, faisant un pas de plus dans l'affaiblissement du statut monétaire de l'argent physique. Toutes ces nouvelles pièces de monnaie auront la même taille et porteront les mêmes dessins que leurs homologues actuels. Elles fonctionneront dans tous les parcs-mètres et les monnayeurs et auront la même valeur monétaire que les pièces actuelles. Un article publié le 7 juin 1966 dans le Wall Street Journal disait avec dédain « Certes, mais le pouvoir d'achat de ces fameux billets a déjà été progressivement érodé par 30 ans de politique inflationniste. De ce fait, il est peu étonnant que notre monnaie soit complètement décorrélée de l'or et de l'argent. » La Fed reconnut elle-même que chaque année, il était prévu de faire baisser, scientifiquement, le pouvoir d'achat du dollar de 3 à 4% afin que la classe ouvrière puisse, entre guillemets, voir une hausse des salaires. À l'été 1967, le Trésor n'avait plus d'argent disponible à la vente. La grande cause, qu'était la fin de l'argent monétaire, se réalisa finalement sur l'initiative de Johnson. Le pool de l'or. Dans le processus d'abolition du statut monétaire de l'argent, les banquiers internationaux adoptèrent la stratégie d'abord l'argent, puis l'or. La principale raison de commencer par abolir l'argent et à rechercher au début des années 1960, lorsque seuls quelques pays dans le monde utilisaient encore l'argent physique comme monnaie, exciser l'argent du système monétaire américain ne fut qu'un acte de chirurgie locale. La résistance rencontrée et les conséquences restèrent limitées. Ce fut plus difficile pour l'or. Métal politique hautement sensible, reconnu universellement comme forme ultime de richesse et chargé d'un héritage historique unique. Mal gérer les problèmes de l'or peut déclencher une crise financière mondiale. Avant d'en finir avec la bataille de l'argent, il fallut d'abord stabiliser le front de la guerre de l'or.
La politique inflationniste à grande échelle de la Fed conduisit cette dernière, dès les années 30, à augmenter la masse monétaire de façon excessive. Le maintien des monnaies or et argent fit inévitablement monter le prix de ces deux métaux précieux. Aux États-Unis, le cours de l'argent fut contenu par le Trésor. À l'international, il fallait un organisme agissant, comme le Trésor, chargé de vendre l'or à bas prix sur le marché pour brider toute offensive qui ferait déferler l'or dès la première attaque. L'ère des avions à réaction et des jets privés permit aux banquiers de se voir plus souvent pour discuter de contre-mesures à adopter. En Suisse, la Banque des règlements internationaux devint un haut lieu des réunions lors des week-ends à Bâle. En novembre 1961, après des consultations rapprochées, les banquiers internationaux parvinrent à un plan brillant. Créer entre les États-Unis et les 7 principaux pays d'Europe un pool d'or. Son but était de mettre en commun les stocks d'or afin de contenir le cours de l'or sur le marché londonien. Les banques centrales des pays participants se cotisèrent pour un montant total de 270 millions de dollars or. Les États-Unis promirent en fanfaronnant de verser la moitié de cette somme. L'Allemagne versa la deuxième contribution la plus importante, 30 millions de dollars. Certes, son économie était florissante après la guerre. La bourse de Francfort montait de jour en jour, mais elle souffrait surtout d'un profond sentiment de culpabilité. L'Angleterre, la France, l'Italie versèrent chacune 25 millions de dollars. La Suisse, la Belgique et les Pays-Bas 10 millions. La Banque d'Angleterre étant le véritable opérateur, elle avança la totalité de la somme sur ses propres réserves d'or, puis se fit régler en proportion à la fin du mois par les autres banques centrales partenaires. L'objectif principal du pool était qu'au cas où le prix de l'once dépasserait 35,20 $, ne serait-ce que de quelques centimes, l'or serait attaqué de front. Le prix de 35,20 $ comprenait les coûts de transport de l'or. Toutes les banques centrales participantes firent la promesse de ne pas acheter d'or, ni sur le marché de Londres, ni en Afrique du Sud, ni en Union soviétique. Les États-Unis promirent aussi de manœuvrer pour que d'autres banques centrales adoptent la même politique. Les accords passés au sein du pool étaient bien évidemment frappés du sceau du secret financier, à l'instar des réunions privées de la BRI à Bâle, dont nous n'avons pas de trace écrite, pas même une feuille de papier. Tout accord était oral, de la même façon que John Pierpont Morgan concluait des transactions importantes sur la parole et une poignée de main. Pour la haute finance, les engagements oraux se pratiquent autant, sinon plus, que les contrats écrits. Les toutes premières années d'opération furent un succès au-delà de l'imagination. Le grand pays producteur d'or qu'était l'Union soviétique connut de mauvaises récoltes agricoles en automne 1963 et dut vendre beaucoup d'or pour importer de la nourriture. Au dernier trimestre de 1963, l'URSS avait vendu l'équivalent de 470 millions de dollars or, dépassant significativement toutes les ressources du pool. En 21 mois, les munitions du pool de ces stocks d'or bondirent jusqu'à atteindre 1,3 milliard de dollars. Les banquiers internationaux avaient peine à croire en leur bonne fortune. Cependant, la guerre du Vietnam ne cessait de s'intensifier et Johnson était de plus en plus contesté, non seulement sur la scène mondiale, mais également aux États-Unis. L'inondation de dollars et l'engagement du gouvernement américain à maintenir l'étalon or avaient un effet pervers et les réserves d'or des États-Unis fondaient comme neige au soleil en réponse à la demande croissante de remboursement de dollars en or. Elles avaient baissé de 16,3% en décembre 1964 et novembre 1967 pour s'établir à 11 500 tonnes. D'ailleurs, la France, qui était alors membre du pool, avait échangé, entre 1962 et 1966, 3 milliards de dollars en or. En juin 1967, elle annonça qu'elle se retirait du pool. Bref, en novembre 1967, la situation était tendue. Le pool d'or avait perdu 1 milliard de dollars, soit près de 900 000 tonnes d'or, et la devise américaine traversait une grave crise de confiance. Le président Johnson devait agir. Entouré d'un aéropage de conseillers qui lui instillaient des idées, un plan lui fut présenté pour, entre guillemets, défendre le dollar et ainsi retrouver la popularité qu'il avait perdue. Tout ce qu'il devait faire était d'inonder d'or la bourse de Londres. On l'incita à croire qu'une fois que tout le monde aurait réalisé combien l'or était disponible sur le marché, la demande de conversion de dollars baisserait et les banques centrales préféreraient détenir des dollars que de l'or. Johnson accepta cette idée folle pour laquelle la totalité des réserves d'or des États-Unis fut transférée à la réserve fédérale, à New York,
et à la Banque d'Angleterre à Londres, afin de les déverser sur le marché et infliger une bonne leçon aux spéculateurs. Non seulement il y aurait assez d'or pour faire face aux demandes de conversion, mais son cours chuterait. Une fois que la panique aurait envahi les rangs des spéculateurs, ceux-ci seraient contraints de vendre à perte, bien en dessous de 35 $ l'once. À ce moment-là, la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre reprendraient les commandes et rachèteraient l'or à tour de bras, à prix cassé, et le rendraient au trésor des États-Unis à l'insu de tous. Le problème, c'est que cela n'a pas marché ainsi. Au début de l'année 1968, pendant plusieurs semaines, l'or fut transféré secrètement et déversé sur le marché, mais Johnson vit avec effroi que le marché absorbait tout l'or. Il s'était fait avoir. Ceux qui avaient concocté ce plan savaient que leur groupe disposait de 14 milliards de dollars nécessaires à avaler tout cet or, et c'est de bonne grâce qu'ils échangèrent leurs dollars. Dans cette bataille, le trésor des États-Unis aurait perdu 9300 tonnes d'or. Très ébranlé, Johnson annonça qu'il ne se représenterait pas. La suite est connue. Le système monétaire international qui était effectif depuis les accords de Bretton Woods en 1944 fut brutalement remplacé par le marché de l'or à 2 vitesses. En mars 1968, le pool était au bord de l'effondrement. Le 9 mars, Walt Rostow, le conseiller spécial de Johnson à la sécurité nationale, écrivait dans un mémo adressé au président. Sujet, la question de l'or. Walter Heller, entre parenthèses le conseiller économique du président Johnson, m'a fait un récapitulatif de la réunion de la nuit dernière de la commission Dillon. Ils se sont rencontrés de façon informelle à New York pour passer en revue les options concernant l'or et la balance des paiements. Leur conclusion était 1. La loi fiscale est indispensable. 2. Ils sont unanimement opposés à l'augmentation du prix de l'or comme moyen de répondre à la crise. 3. La plupart d'entre eux préféreraient maintenir les accords actuels du pool d'or, mais ils ne pensent pas qu'il sera possible de négocier avec les Européens les conditions nécessaires. Entre parenthèses, spécifiquement, la proposition des certificats or pour renverser la situation sur le marché et ramener le calme. 4. Par conséquent, ils pensent que nous devons mettre un trait. Par conséquent, ils pensent que nous 4. Par conséquent, ils pensent que nous devons mettre un terme aux activités du pool et laisser faire le marché. Ils pensent qu'il est essentiel que nous le fassions avec nos partenaires du pool et, de préférence, à leur demande. 5. Ils étaient quelque peu confus sur les plans spécifiques à mettre en œuvre pour amener les pays non membres du pool à coopérer et ils suggèrent la possibilité d'utiliser le FMI dans ce but. Ils pensent aussi que nous devrons agir dans les 30 jours et qu'il nous faut avoir une idée claire de là où nous voulons aller et comment nous prévoyons d'y arriver. Remarque, comme vous pouvez le constater, ces points de vue ne sont pas très différents des nôtres. Après la réunion des banquiers centraux ce week-end, à Bâle, nous aurons une meilleure idée de ce que les Européens ont l'intention de faire. Des perspectives pour maintenir la bourse de l'or ouverte et calme, et quel serait le moyen le plus paisible pour amener le changement. Deming, le président de la Banque de la Réserve fédérale de Minneapolis, rentre ce soir, et Bill Martin, le président du board de la Fed, lundi. Fowler, entre parenthèses le ministre des Finances, s'emploie à obtenir que le projet de loi sur la couverture de l'or, entre parenthèses, chaque billet libellé en dollars devait avoir sa contrepartie en or au trésor à raison de 25 cents pour 1 $, soit discuté au Sénat mardi prochain. Le vote de cette loi devrait aider à calmer les choses. Signé Walt. Puis, le 12 mars, dans une autre note, Rostow écrivait « Monsieur le Président, voici, tel que nous le comprenons, ce que Bill Martin a découvert, entre parenthèses après avoir assisté à la réunion de Bâle, et vous transmettra. 1. Concernant le changement des prix de l'or, les Anglais et les Néerlandais ont tendance à caresser cette option, entre parenthèses mettre un terme aux activités du pool, et laisser faire le marché. Les Allemands ne savent pas sur quel pied danser, les Italiens, les Belges et les Suisses y sont fermement opposés. 2. Il est parvenu à un accord de principe pour soutenir le pool avec 500 millions de dollars et éventuellement 500 millions de dollars supplémentaires. Au rythme du marché de Londres, cela ne durera que quelques jours. 3. Les Européens réalisent que nous pourrions tous être rapidement confrontés à des choix déplaisants, mais ils ne savent pas exactement quels sont ces choix, ni ce que l'on attendra si nous devions assurer la cohésion du système. Ils sont prêts à fermer le marché de l'or à Londres et laisser flotter le cours sur le marché libre. Mais ils n'ont pas bien réfléchi aux conditions d'une collaboration intime qui sera nécessaire pour faire en sorte que ce type de système fonctionne,
en particulier comment gérer les conséquences d'un marché de l'or à deux vitesses. 4. À la lumière de cette situation, le Trésor, l'État, la Réserve fédérale, le comité des conseillers économiques et le personnel de la Maison-Blanche n'ont pas arrêté de la journée pour dresser le contour d'un scénario opérationnel. L'objectif principal de ce scénario serait d'obtenir certains engagements essentiels minimums de la part des autres membres du pool de l'or avant d'annoncer sa fermeture. Sur cette base, nous pourrions passer à une conférence monétaire en ordre raisonnable. Nous ne savons pas encore ce que pensent personnellement Joe Fowler et Bill Martin de ce scénario spécifique, mais nous le leur présenterons soit ce soir, soit demain matin. 6. Ce qui est ressorti de la réunion de Bâle est que le projet de loi fiscale des États-Unis et l'austérité du budget britannique du 19 mars sont des facteurs absolument capitaux. Joe Fowler, entre parenthèses Henry Fowler est le ministre des Affaires étrangères qui était surnommé Joe par le président et ses proches, et Bill Martin ont sérieusement passé Mills, probablement Wilbur Mills, le président de la commission parlementaire du budget, à tabac sur ce point. Ils ne parleront également au comité politique républicain cet après-midi. Mon sentiment est que nous approchons du moment de vérité, et nous devrons convertir en action un scénario de ce genre dans les jours à venir. Et, le 14 mars, un autre mémo de Rostow adressé au président à propos de l'or. Sujet. L'or. Vos plus hauts conseillers sont d'accord sur les points suivants. 1. Nous ne pouvons pas continuer comme ça en espérant trouver une solution. 2. Nous avons besoin de réunir les pays du pool ce week-end à Washington. 3. Nous voulons négocier les mesures suivantes. D'abord, les règles de transition sur l'or. Ensuite, les mesures pour maintenir l'ordre sur les marchés financiers. Enfin, le rendement des DTS, entre parenthèses, droits de tirage spéciaux. 4. Avec le bon ensemble de mesures transitoires, nous pourrions maintenir nos engagements de convertibilité vis-à-vis des détenteurs officiels. 5. Si nous n'obtenons pas cet ensemble de mesures, nous serons obligés de suspendre la convertibilité en or pour les détenteurs officiels de dollars, au moins temporairement, et convoquer immédiatement une conférence d'urgence. 6. Cela signifierait probablement une période de chaos sur les marchés financiers mondiaux, mais ce pourrait être la seule façon de forcer les autres à un accord raisonnable à long terme qui évite une hausse du prix officiel de l'or. Nous reconnaissons unanimement qu'une hausse du prix de l'or est le pire résultat. La décision que vous devez prendre maintenant est si le marché de l'or devait être fermé immédiatement. Les arguments en faveur de la fermeture. D'abord, cela éviterait de perdre 1 milliard de dollars demain. Nous en avons perdu 372 millions aujourd'hui. Une telle perte d'or ébranlerait un peu plus la confiance dans les banques centrales et les amènerait à venir nous demander de l'or. Cela faciliterait l'organisation d'une réunion d'urgence du pool de l'or ce week-end et prouverait la détermination des États-Unis. Les arguments contre la fermeture. Cela impliquerait que les États-Unis prennent l'initiative de jeter l'éponge. Le fait de fermer les marchés consoliderait la position de ceux qui pensent que le prix officiel de l'or sera augmenté. Cela pourrait affaiblir la position de négociation des États-Unis vis-à-vis des Européens, et cela nous solliciterait à nouveau pour proposer le certificat or. Signé Walt. Peu importe la mesure adoptée, aucune ne pouvait sauver le pool de la faillite. Le 17 mars 1968, il toucha à sa fin. Les États-Unis exigèrent la fermeture du marché de l'or londonien durant 2 semaines entières. Au moment même où la Fed menait sa guerre de l'or, la guerre du Vietnam connaissait un profond revirement de situation. Le 30 janvier 1968, les forces communistes lancèrent une vaste offensive contre 30 chefs-lieux de provinces sud-vietnamiennes. Elles s'emparèrent de plusieurs objectifs clés à Saigon et parvinrent même à s'introduire dans le périmètre de l'ambassade des États-Unis. L'ancienne capitale, Hue, tomba également aux mains de la guérilla. Selon Kissinger, cette apparente victoire militaire représentait en fait une erreur d'un point de vue stratégique. Les guérillos Viet-Cong avaient abandonné leur tactique erratique et la guerre de mouvement pour adopter une guerre de position contre l'armée américaine. Compte tenu de la puissance de feu supérieure des Américains, l'infrastructure de la guérilla fut anéantie et les Viet-Cong subirent de lourdes pertes. Néanmoins, cette défaite se transforma en victoire psychologique décisive sur Hanoï. Si les dirigeants américains avaient intensifié leur pression sur les unités de l'armée régulière nord-vietnamienne, privées désormais du bouclier de la guérilla, on peut imaginer que la situation aurait évolué différemment.
Mais Johnson, à ce moment-là, était déjà fort occupé sur le front de la guerre financière, qui tournait au fiasco et préféra mettre fin à l'escalade militaire au Vietnam. Le 27 février 1968, Walter Cronkite prophétisa à la télévision la défaite des États-Unis. Le Wall Street Journal, qui avait jusque-là soutenu le gouvernement, prit aussi ses distances en posant la question de savoir si les événements, entre guillemets, réduisaient en bouillie nos louables objectifs de départ. D'après le journal, le peuple américain doit être prêt à accepter, s'il ne l'a pas déjà fait, la perspective que les efforts déployés au Vietnam soient voués à l'échec. Puis, le 15 mars, le magazine Times y alla de son couplet. 1968 a fait prendre conscience qu'une victoire au Vietnam, ou même un règlement favorable, n'est peut-être tout simplement pas à la portée de la plus grande nation du monde. Certains poids lourds du Sedna se jetèrent dans la mêlée. Mansfield déclara « Nous nous sommes trompés de lieu et de guerre ». Fulbright demanda si l'administration était, entre guillemets, habilitée à étendre la guerre sans l'accord du Congrès et sans débat ou sans délibération au sein du Congrès. Le 31 mars 1968, Johnson annonça l'arrêt des bombardements sur la zone au-delà du 20e parallèle et qu'on n'enverrait plus de renforts importants au Vietnam. Il déclara aussi que l'objectif de l'Amérique au Vietnam du Sud n'a jamais été l'anéantissement de l'ennemi. Quelques semaines plus tard, il annoncera qu'il ne briguerait pas de second mandat. Avec le recul, il semble bien que le désengagement américain du Vietnam, amorcé dès 1968, résultat de l'impact psychologique du fiasco de la bataille de l'or à Londres et de la perte de confiance financière dans les couches de l'élite dirigeante.